Listen up! You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. We pulled so many all-nighters to give you this deal, and hey, stop messing with the mic! I'm just helping us catch people's attention. This is a great deal! Exactly, so it doesn't need all that. Fine. Get the new iPhone 16e, available at Apple Store locations and the Apple Store online. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Tu vois, je pense que j'ai fait ma crise d'ado à 37 ans. Mais finalement, je suis une vraie personne, en fait. Vous aviez votre projet pour moi, je l'ai atteint, je suis devenu manager chez Airbus, et le plan que vous aviez pour moi, c'était une montagne, je suis monté au sommet. C'est pas le mien, je me casse. Exécuté par Qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Loïc, bienvenue dans Histoire d'argent. Merci. Loïc, merci de venir parler de ta relation à l'argent dans Histoire d'argent. Alors on se connaît un petit peu parce qu'on travaille ensemble, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je sais pas du tout, et c'est assez rare, de quoi tu as envie de parler. Juste tu m'as envoyé un message en me disant j'aimerais bien parler à ton micro de ma relation à l'argent. Je dis let's go, quoi qu'il arrive ça va être bien, ça va être créatif. Ah, parce que moi je pense qu'au départ quand je me suis invité, ouais, c'était suite à un post que t'as mis sur je cherche des personnes pour intervenir au micro du podcast. Je me suis dit mais c'est trop rigolo. C'est exactement ce que je veux faire. Mais tu sais pas vraiment de quoi t'as envie de parler. Ah, absolument rien. Moi je me suis dit c'est Fabrice, c'est son micro. Je suis hyper curieux de voir comment ça se passe avec un professionnel. Eh bien on va y aller comme ça alors. Donc en revanche t'as écouté le premier épisode, oui, avec Christian Junot pour voir un petit peu de quoi ça causait. Et en fait, je sais pas si tu sais, mais je pose 2 questions à tous mes invités. Mais peut-être avant de parler de ça, on peut peut-être un peu te présenter. T'es coach dans la vie, c'est ça? T'es coach et t'es formateur? Ouais, je suis coach et formateur PNL. Ok. Donc je forme les consultants en stratégie et au coaching professionnel. La PNL n'étant pas le groupe de rap bien connu. Bien connu, non. C'est la programmation neurolinguistique. Et je pense que c'est la seule fois de l'épisode où je parlerai technique parce qu'après on va endormir tout le monde. Et je forme les coachs professionnels à la PNL justement pour aller travailler sur les déblocages inconscients de leurs clients et les amener plus vite, plus loin. Oui, en gros, pour résumer un petit peu, la PNL c'est un peu une technique qui permet de pouvoir intervenir sur le cerveau, c'est ça? Ouais. De ton client, enfin de ton coaché. À travers plein d'outils très différents, quoi, c'est ça? Exactement. Qui passe souvent par la visualisation quand même, ou pas d'ailleurs. Ouais. Mais étant donné que t'es en pleine dedans, tout à fait. Sur ces quelques jours, moi j'aimerais bien avoir ton regard à toi sur la PNL maintenant que t'as les 2 mains dedans. Bah j'ai bien les 2 mains dedans et en fait moi ça m'a intéressé parce que dans mon travail sur le coaching sur la relation à l'argent, très souvent on a tendance à passer par un peu de visualisation pour aller
visualiser les émotions que ça peut faire, d'aller, je sais pas, de s'imaginer fauché, quoi, tu vois, de s'imaginer sans argent, ou alors plein d'argent, pété de thunes, de façon richissime. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça permettait de pouvoir, ça donnait des outils en plus pour pouvoir permettre aux gens d'ouvrir en fait pour moi c'est vraiment ça la PNL, c'est une sorte de raccourci dans ton cerveau qu'il avait jusque-là pas vu, tu vois, d'ouvrir une porte qui est là. Ah, il y a moyen de faire ça, j'avais pas capté, ou il y a moyen de passer par ce chemin-là alors que j'avais pas saisi. Pour moi, c'est vraiment, pour simplifier le truc et le caricaturer à l'extrême, c'est vraiment ça, quoi. C'est juste, ça t'ouvre des nouvelles voies dans ton cerveau que t'avais pas du tout en tant qu'humain imaginé même qu'elles pouvaient exister, quoi. C'est exactement ça. Ça ouvre de nouvelles voies, ça ferme d'anciennes voies qui sont plus utiles et ça augmente les libertés individuelles qu'on s'octroie. Le problème en général, il est pas dans ce qu'on fait, il est dans ce qu'on s'autorise à faire. Et donc ça va nous permettre de travailler au niveau des émotions, au niveau des sensations et de nos schémas de pensée, de tout ce qui se passe automatiquement à l'intérieur de nous, et puis de reprendre la main dessus plus facilement. Et c'est vrai que la PNL a un peu mauvaise image en France, parce que si j'ai bien compris, c'est un peu comme n'importe quel outil, quoi. Tu vois, je crois que tu peux prendre un couteau, soit ça peut te permettre de te couper ton pain, soit tu peux aller buter ta voisine ou ton voisin avec, quoi. Et si j'ai bien compris, en France, il y a eu une grosse utilisation dans le milieu commercial. C'est ça, dans les années 90 quand c'est arrivé, quoi. C'est ça, ça a été importé trop tôt déjà. Donc pour des méthodes de management, pour convaincre les collaborateurs d'en faire plus avec moins. Ouais. Sur justement au départ la PNL c'est beaucoup de techniques de communication, donc ça a été enseigné beaucoup dans les écoles commerciales pour augmenter les ventes auprès de clients qui n'avaient pas forcément de besoin, et donc éthiquement ça a été pas mal associé à de la manipulation. Ça reste de la manipulation, mais au départ c'est de la manipulation thérapeutique, c'est une méthode de thérapie brève telle que ça a été fondé. Ça a été importé pour de mauvaises raisons et ça a été importé en plus beaucoup trop tôt. Dans les années 80-90, au moment où ça a été importé, elle était encore en cours, et elle l'est toujours, en cours de développement. Et donc, on retrouve pas mal de trucs qui ont été débunkés. Le fait que les personnes soient plutôt visuelles, plutôt auditives, plutôt kinesthésiques, ça a été démonté. Il y a quand même quelques nuances. Le fait que 60% de la communication passe par le non-verbal, 20% par le paraverbal et tout. C'est pareil, c'est faux. C'est des raccourcis, ça permet d'avoir des grilles de lecture, mais finalement, il y a pas mal d'hypothèses qui ont été débunkées, mais qui sont encore véhiculées dans des ouvrages de la PNL parce que les gens se sont pas mis à jour, parce qu'il y a encore des courants et des formations qui font que justement on a encore des méthodes, tu vois, et techniques qu'on voit encore dans certaines écoles françaises. Chez Bandler, on n'a plus le droit de les enseigner depuis 25 ans. Richard Bandler qui est le cofondateur de la PNL. Le gars qui t'a formé, quoi. Voilà. Écoute, déjà merci parce que ça permet un peu de pouvoir faire connaître un petit peu plus la PNL aux gens peut-être qui écoutent le podcast, mais généralement en plus moi je crois que si vous avez pu suivre un coaching, ou alors il y a peut-être même des psys en fait qui utilisent ce genre de méthode, généralement ils vous disent pas que c'est de la PNL, juste ils vous font les outils, quoi, ils vous font le truc, la magie, le machin, et puis en fait ils vont jamais venir vous dire alors ça c'est de la PNL, tu vois. Je me suis rendu compte moi que à travers un coaching, j'avais fait de la PNL sans même savoir que je faisais de la PNL avec ma coach, quoi, qui m'avait jamais dit ça c'est de la PNL. Voilà. Clairement, mais finalement ça n'a pas tant d'importance de savoir que ça en est. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est des mécanismes naturels du cerveau humain et qu'on va les utiliser. L'idée au départ, quand il l'a fondé, la PNL, Bandler, c'était de mieux comprendre ce qui se passe dans un cerveau pour amener des méthodes qui vont mieux fonctionner. Et pour ça, il a modélisé en fait les thérapeutes qui avaient le plus de résultats à l'époque. Et il a regardé les structures de langage, sur quoi ils travaillaient, de quelle manière. Il a aussi étudié les personnes qui avaient réussi à surmonter par elles-mêmes. Et donc, en fait, il y a aussi le côté, la PNL, c'est une pseudo-science. Ça s'appuie pas sur des bases scientifiques. C'est venu justement, et c'est né du fait que l'approche scientifique, dans les années 70, ne fonctionnait pas. Et donc, c'est comme un médicament. Au bout d'un moment, tu prends pendant 3 ans ton médicament, t'as pas d'amélioration, tu changes de médicament. Bandler, il s'est dit, en fait, le corpus scientifique met trop de temps. On va regarder comment font ceux qui ont une connaissance du corpus scientifique, mais font autre chose. Et donc, il a modélisé les comportements des thérapeutes à succès, des personnes qui avaient réussi à résoudre leurs problèmes. Et à partir de là, il a établi une nouvelle méthode qui se basait aussi, donc après, il l'a quand même fait avec les papas de la systémie, avec Gregory Bateson, avec Milton Erickson aussi, qui est le papa de l'hypnose ericksonienne, avec Virginia Satir, qui est une des cofondatrices de l'école de Palo Alto, qui est à l'origine de tous les gros courants psychologiques aujourd'hui autour des TCC et tout ça. Donc il y a quand même un socle culturel, un bagage psycho, parce qu'il a aussi un doctorat en psycho.
Mais finalement, c'est vrai qu'il a fait à sa sauce. Et c'est ça généralement, c'est pas très bien vu. C'est pas très bien vu, non. C'est surtout, en fait, oui, ce que vous faites, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt. C'est juste que si ça marche pas, essayez autre chose. Trop intéressant. Et donc, pour parler de ta relation à l'argent. Et donc, il y a 2 questions que je pose à tous mes invités. La première, c'est en fait, Loïc, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Énergie. Ok. Ouais, je m'aperçois que finalement, plus ça avance, là, tu vois, je suis lancé depuis bientôt, on est quoi, 4 ans et demi? Ouais. En fait, au départ, je me disais, je fais pas ça pour l'argent. Et puis, du coup, je suis passé par une phase où j'ai pas eu d'argent. Tu faisais ça pour quoi, alors? En fait, moi, au départ, je suis ingénieur en informatique. Ouais. J'ai été manager, tu vois, d'équipes de 50 personnes dans les satellites. J'en avais beaucoup. Je me suis dit, en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'humain, c'est les stratégies, c'est le système cerveau et comment il s'y prend. Puis au final, tu t'aperçois que si t'as pas d'argent, tu vas pas pouvoir le faire longtemps. Et donc, je me suis dit, en fait, je crois que je vais avoir besoin d'argent dans mon entrepreneuriat, comme une voiture a besoin de diesel, tu vois, ou d'essence. Et donc, j'ai de plus en plus tendance. Et puis, globalement, si j'ai une meilleure essence, je peux accélérer plus vite aussi. Donc, je vois vraiment comme une forme de carburant pour développer mon activité. Et alors, c'est marrant parce que j'entends de plus en plus de gens qui le voient justement comme de l'énergie. Et c'est vrai que plus j'affine, moi, ma vision de la relation à l'argent, plus je me dis que, ok, c'est valable parce que c'est sans doute plus intéressant de voir de l'argent comme de l'énergie plutôt que comme de la merde, quoi, tu vois. Mais d'un autre côté, je trouve que ça lui donne toujours une forme de pouvoir, tu vois. Clairement. Ouais, t'es d'accord avec ça? J'ai essayé de pas en avoir, j'ai pas aimé. Et donc, je me suis dit, clairement, en fait, il y a une forme de dépendance qui se crée parce que, tu prends mon business. Il y a des logiciels, il y a de la formation. Je vais faire appel à des prestataires. Il y a plus d'argent. Finalement, il y a plus de développement. Donc, il y a une forme de dépendance forte au fait d'en avoir. Ok. Et ça, c'est indéniable. Donc, c'est pour ça qu'en fait, et il y a toujours cette course pour en avoir. Donc, ça va être comment je m'y prends aujourd'hui dans mes business models, dans mes offres, dans la manière dont je prospecte pour ne plus en avoir à m'en inquiéter. Parce qu'en effet, tant qu'il y a ce doute sur est-ce que je vais en avoir, ça pompe de l'énergie pour rien. Comment t'as fait pour réussir à pas en avoir? C'est une bonne question. Au départ, j'ai fait beaucoup de bénévolat, mais je le regrette pas. Je le regrette pas parce que ça m'a porté pas mal de bouche à oreille au départ. Ce que tu veux dire, c'est que en fait, donc t'étais salarié. J'imagine que t'avais un salaire confortable. Tu bossais chez Airbus. Chez Airbus, donc en plus grosse boîte, j'imagine, avec tout ce que ça veut dire derrière. Et donc en fait, quand t'as décidé de te lancer à ton compte. Tu t'es dit à un moment donné, non mais l'argent c'est cool, mais tu vois, qu'est-ce que tu projetais sur l'argent à ce moment-là? J'ai eu beaucoup de chance en fait parce que j'en ai eu. Je suis parti dans le cadre d'un plan social au moment du Covid. Ok. Donc j'ai eu une enveloppe de 12 000 euros, tu vois, plus le fait d'avoir, on a aussi la chance en France, tu vois, d'avoir les droits chômage, les indemnités. Donc j'ai créé une SASU, j'ai été président non salarié pendant 2 ans, j'ai touché mon chômage à taux plein, j'ai complété avec des frais et puis par contre les 12 000 balles, je les ai claqués en 2 mois en dehors de la formation, tu vois, de la formation PNL, de la formation entrepreneuriat. Et dès que j'en ai, en fait, j'utilise comme levier de croissance supplémentaire. Je le réinvestis pour en gagner plus après. Ok, donc tes 12 000 balles, tu les as investis dans des formations pour te former toi, c'est ça? Exactement. Okay. Et pour compléter un petit peu, tu vois, les deux premières années de lancement. Mais finalement, je les ai pas gardés. J'ai une grande capacité de plus en plus à avoir des idées pour créer de l'argent. Par contre, je sais pas le garder. Je le réinvestis toujours comme une forme de levier de croissance qui me permet ensuite d'en gagner un petit peu plus petit à petit et de faire en sorte d'être de moins en moins inquiété. Mais finalement, l'argent appelle l'argent dans mon système. Et le jour où il y en a plus, j'ai un petit peu peur de la décroissance. Ouais. Et donc, il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès sur finalement à quel point je suis obligé de rester malin. Tu vois, et de construire quelque chose qui va parler. Après, ça me permet quand même d'activer pas mal de leviers, de construire un réseau qui commence à tenir la route, d'avoir des offres qui parlent un petit peu plus, de plus en plus, puisque je commence à avoir de plus en plus de clients. Mais par contre, voilà, c'est quand même un système qui dépend très fort de moi, de mes offres, du fait que je sois proactif pour en ramener. Ouais. Bah oui, c'est ta boîte. Donc c'est ça. Ça fait partie des réflexions sur la fin de l'année et l'an prochain, peut-être une fois que j'arrive à me sécuriser avec quelques mois d'avance, comment je commence à en investir, en mettre un petit peu de côté, créer une forme de revenu passif ou quelque chose comme ça, ou en tout cas pouvoir utiliser cet argent aussi autrement que juste dans réinvestir pour en créer davantage, parce que ça reste un cercle fermé. Tu sais à quoi ça me fait penser? À mon histoire. C'est-à-dire que pendant 7 ans chez Mademoiselle, je me suis pas payé.
Et en fait, tout ce que je faisais, c'est que je me disais, soit je me paye, soit j'embauche quelqu'un de nouveau dans l'équipe, quoi, tu vois. Donc, soit je fais grandir l'équipe, donc soit je fais grandir le projet. Donc, soit ça me permet de pouvoir me dire, non, mais en fait, cette personne que j'embauche, elle va permettre de pouvoir faire grandir le projet, qui va permettre de pouvoir gagner plus d'argent derrière, qui va... En fait, quand je faisais ça, j'étais pas en train de m'attaquer au vrai problème qui était, j'avais peur de me payer. C'était une façon comme une autre d'esquiver, en fait, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que tu es en train d'esquiver, tu vois, le fait de te rémunérer toi quand tu fais ça? Ah non, ça, Okay. j'ai aucun souci à bien me rémunérer. Parce que là, tu vois, c'est la première année où je commence vraiment à vivre correctement. Donc l'idée, c'est aussi, là, tu vois, j'ai 2 gamins de 10 et 12 ans. Ouais. Ça fait 5 ans qu'ils voient papa bosser tous les soirs, tous les week-ends. Enfin, je suis quand même un gros acharné. Oui. Je suis passé à côté de quelques étapes importantes, tu vois, de leur vie, de leur parcours, de certains week-ends. J'aurais bien aimé jouer plus avec. Mais pour l'instant, j'étais dépendant aussi du fait de rentrer de l'argent pour pouvoir continuer à le faire longtemps. Donc j'ai augmenté le temps que j'avais par rapport à quand j'étais salarié, puisque j'ai récupéré tous mes mercredis, tous mes week-ends, les vacances scolaires avec eux. Mais pour autant, il n'y a pas la tranquillité d'esprit de pouvoir me détacher complètement. Et donc là, l'idée, c'est que cette année, je me rémunère suffisamment pour leur faire plaisir. Là, pour la première fois, je les fais partir en vacances à l'étranger en octobre. Oh, cool. Et donc, ça va être commencer justement à leur permettre aussi d'en bénéficier, moi aussi de commencer aussi à en vivre mieux. Et puis, petit à petit, trouver le juste équilibre avec le fait d'en avoir et d'accepter d'en garder. En fait, j'ai pas de problème à me rémunérer, mais le problème, c'est que j'ai un profil un peu addict sur pas mal de trucs, et donc, dès que je commence à investir, en fait, comme je suis toute l'année à me serrer la ceinture, en fait, dès que je me dis, c'est bon, je peux dépenser. Dernière fois, je me suis fait un panier sur Amazon, j'ai voulu me commander 2-3 bouquins, je m'en suis sorti à 150 balles, c'est pas énorme à l'échelle d'une nuit, mais je vais pas tout lire avant les 6 prochains mois. Et donc, parce que t'avais envie à ce moment, j'avais envie, et puis je me suis dit, lui, je le vois bien dans ma collection, tiens, je vais m'y rajouter un petit jeu, parce que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Et donc, en fait, il y a un équilibre à trouver entre j'ai les vannes complètement fermées ou je les ouvre trop d'un coup. Mais au final, le problème, c'est que en fait, je me fais des wishlists. Et puis, petit à petit, je crois qu'il me faudrait une période tampon, tu vois, si je le réfléchis. Entre je le rajoute dans le panier Amazon, j'y reviens dans 2 semaines et je vois si c'est toujours d'actualité, si ça m'a manqué. C'est une bonne façon de... Tu sais que c'est vraiment ça qu'ils conseillent aux gens qui sont surendettés. Alors, c'est pas ton cas, tu vois, mais juste, souvent, les gens qui sont surendettés, ils ont une vraie compulsion, tu vois, avec l'achat. Et donc, c'est vraiment ce truc de, OK, est-ce que tu as besoin de ça maintenant? C'est ça la première question à se poser. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça maintenant? C'est la deuxième question à se poser. Et la troisième, c'est, est-ce que tu as vraiment besoin de ça maintenant? C'est une bonne façon de te dire, ok, bon, c'est pas grave, en fait, je le mets dans un coin et en fait, j'y reviendrai. Est-ce que j'en aurai encore envie dans 15 jours, quoi? C'est un truc que tu vois chez toi, ce petit, est-ce que il y a une forme de compulsion à ce moment-là, pour toi? This summer, Instacart is bringing back your favorites from 1999 with prices from 1999. That means 90s prices on juice pouches that ought to be respected, 90s prices on box mac and cheese, and 90s prices on ham, cheese, and cracker lunches. Enjoy all those throwbacks and more at throwback prices, only through Instacart. $4.72 maximum discount per $10 of eligible items. Limit 1 offer per order. Expires September 5th while supplies last. Discount based on CPI comparison. Summer's here, and you can now get almost anything you need delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? You can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get chicken parmesan delivered. Sunshine? No. Some wine? Yes. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. See app for details. Ouais, je pense. Il y a le début de l'action, me dire tiens, je vais sur Amazon, je vais me commander un bouquin. Et puis là, je me dis en fait, je sais déjà ce qui va se passer. C'est une mauvaise idée. Mais t'y vas quand même. Mais j'y vais quand même parce que bon, j'ai pas fait tout ça pour rien non plus. Ah oui, il y a une forme aussi de récompense. J'ai bossé tout ça. J'ai bossé. En général, ça arrive quand j'ai remporté un gros contrat, tu vois, où je me dis c'est bon, je l'ai mérité quand même. Ça c'est cool. Ouais, c'est cool, mais ça pourrait être modéré. Ok. Pour être modéré, parce que tu vois, je m'achète plein de bouquins finalement. Il y a un bouquin, je l'ai acheté en double, j'avais oublié que je l'avais acheté, tu vois. Ouais. C'est le problème de la valeur, tu vois, ou de l'attention que tu portes à ce que tu achètes. Donc, je pense que je pourrais aller plus dans le quali, tu vois, et avec tout l'argent que je dépense pas sur des trucs que je lirai pas, potentiellement, tu vois. Phrase. Ouais. Et en faire autre chose. Me dire, tiens, finalement, j'aurais pu le dépenser pour faire... En fait, comme j'ai l'impression que je peux en gagner, tu vois, à volonté,
De l'argent? Oui. Ok. Enfin, j'ai l'impression que tant que je continue à mettre des pièces dans la machine, que ça continue à se développer, je peux augmenter mon niveau de vie. Et là, il y a pas trop de soucis. Là, globalement, je suis en confiance par rapport à ça. J'ai acquis les compétences pour créer une nouvelle offre en une après-midi, la vendre, et puis et donc j'ai déjà été rassuré à plusieurs reprises sur le fait que je sais créer un petit peu plus d'argent que ce que j'avais jusqu'à présent. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est ma capacité à le garder, à le réinvestir, à identifier des trucs plus stratégiques qui me permettraient en effet de me dire ouais, c'est plus apaisé qu'un comportement plus compulsif que celui que j'ai déjà. Ok. Et en fait, j'ai l'impression que tu as compris plein de choses. À quel point ton savoir sur la PNL justement pourrait venir t'aider, et qu'est-ce qui fait que tu l'as pas encore mis en place? Ouais, t'aurais vu il y a quelques années, c'était pire. Hein. Ah oui, si. T'as fait quoi? Ouais, non, déjà il y a quelques années, je savais pas en générer. Ouais. Donc déjà j'ai levé un truc. On va en reparler dans 2 secondes parce que j'ai bien entendu le mot bénévolat tout à l'heure. Clairement. Et après, je le regrette pas parce que tu vois, dans ma stratégie de croissance, c'était mesuré, et c'était viable. Et après, là, maintenant que je sais que je suis rassuré sur la capacité à en générer, je commence à me renseigner. Là, je suis en train de lire le bouquin Psychologie de l'argent. Et en fait, il nous parle, tu sais, à un moment du milliardaire, de 2 milliardaires, en fait, qui viennent du même bagage et tout. Et en fait, il y en a un, au bout d'un moment, il a la tête d'une des plus grandes fortunes au monde. Et puis l'autre, 3 ans après, il a fait banqueroute. Ouais. Parce qu'en fait, il avait pas su le garder. Et donc, c'est vraiment ça. C'est me dire, OK, je sais gérer les entrées. Maintenant, je suis systémicien. Moi, au départ, je vais gérer les sorties. Et surtout, regarder qu'est-ce que j'en fais, de quelle manière je le processe au milieu, tu vois, tant qu'il reste dans la machine. Ok. Et donc, ouais, reparlons de cette période où tu te lances, et justement, tu te lances en faisant du bénévolat, c'est ça? Ouais, au départ, j'avais pas besoin de gagner beaucoup, tu vois, la première année, il me fallait 5 000 € de chiffre d'affaires en 8 mois. Ouais. Je suis tranquille, je vais vendre du coaching à 60-80 €, et puis je vais m'inscrire dans des initiatives de coaching bénévole avec les fédérations de coaching, avec d'autres. Ça m'a et je le regrette pas parce que ça m'a mis en contact avec une cliente qui ensuite m'a permis de rentrer dans du bilan de compétences, qui m'a fait la moitié du chiffre d'affaires de l'année d'après. Okay. Puis qui est venu ensuite se former au praticien PNL, puis qui continue à m'envoyer des clients depuis. Donc par rapport à ça, et puis ça m'a permis de pratiquer beaucoup aussi. Ça m'a permis de pratiquer à outrance et donc d'asseoir une forme d'autorité dans ma pratique, dans ma posture. Et donc ça m'a quand même permis de faire beaucoup de volume très facilement, très rapidement, et donc de level up en fait dans ma posture, dans mes techniques, de voir ce qui marche pas, de tester, de voir ce qui me manque, d'aller me former. Et donc pendant un temps, justement, j'ai pu grâce au bénévolat justement gagner en fait le temps nécessaire, tu vois, à me dire ok, j'ai globalement plus d'expérience, tu vois, après ma première année que certains coachs après 5 ans. Mais tu crois que c'est lié au prix, ou justement à la gratuité? Ouais, puis le fait d'aller chercher les gens, tiens, j'ai besoin de pratiquer, j'ai envie de pratiquer, tu viens. Ok. C'est combien? Ça dépend, t'as combien? J'ai pas d'argent, viens, je m'en fous. J'en aurais besoin l'an prochain, pour l'instant j'ai besoin de pratiquer. Ok. Oui, t'avais quand même ce plan en tête, quoi. C'était pas juste, parce que je vois beaucoup de coachs, où tu vois, j'ai même des gens qui m'écrivent parfois en me disant que, ils travaillent dans l'accompagnement, dans la thérapie, etc. Et ils ont un mal fou à se faire rémunérer parce qu'ils ont justement du mal à se dire, ok, donc je peux à la fois faire du bien aux gens, mais si j'ai une projection trop négative sur l'argent, c'est compliqué de venir demander de l'argent en échange, quoi. C'était pas ton cas? J'aime pas cette question. si, clairement. Vous n'avez pas vu Loïc parce qu'il a vraiment regardé comme ça, comme un enfant. Shit. Il me coince. Si, il y avait de ça aussi, tu vois, parce qu'en plus avec la PNL, on est dans de la thérapie brève, qui vient s'accoler au processus de coaching. Et donc, quand t'as une personne qui vient avec un traumatisme, avec un vécu douloureux, qu'elle te dit j'ai pas d'argent, ou même que tu devines, et après il y a la lecture de pensée. Oui. Moi, dans ma perception, j'ai l'impression qu'elle en a pas. Et donc il y a des fois tu te dis je vais pas lui prendre de l'argent pour lui enlever un truc que je peux lui enlever en 1 heure. C'est la valeur de mon temps au départ. Et que je pense que j'ai indexé sur les besoins que j'avais gagnés et mon non-besoin de trésorerie à l'époque. Ouais. Et donc je me suis dit oui, je peux le faire. Il y a un problème, oui, je peux le régler. En tout cas, je peux l'accompagner là-dessus. Et puis, de l'argent, je sais pas, j'y ai pas réfléchi. Pourquoi faire? Et
Avec le recul, est-ce que tu as l'impression que, à ce moment-là, j'imagine que tu faisais un cadeau à cette personne, mais à quel point ça t'a renforcé ta croyance que, en fait, globalement, ton travail était bénévole, quoi. Mais en fait, ça m'a permis. Alors, le travail bénévole, c'est pas moi, c'est mes potes entrepreneurs en fait qui. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est les autres. C'est les autres qui m'ont dit, mais tu rends compte de la valeur de ce que t'apportes ? Je me suis dit, bah non. Bah ils m'ont dit, il y en a. Ouais. Et donc à partir de là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette histoire, je vais aller creuser. Mais par contre, moi, ce qui m'a aidé beaucoup à cette époque-là, c'est les retours, tu vois, sur, j'ai eu plus de résultats ici qu'en 3 ans de psy. Ouais. Et ça a été justement m'apercevoir que je débloquais des personnes qui étaient bloquées depuis longtemps dans d'autres typologies d'accompagnement. Ouais. Je dis pas que j'aurais eu les mêmes résultats si c'était pas eux-mêmes cassés les dents, tu vois, pendant 3 Bien ans sûr. sur l'accompagnement d'avant. Mais je pense que j'aurais pas eu non plus le même rapport à l'argent aujourd'hui si j'étais pas passé par toutes ces... J'ai besoin de me casser les dents moi-même, en fait. Il y a plein de gens qui peuvent me dire ça, mais je comprends vite, hein, mais il faut m'expliquer longtemps. Tu mens, Loïc, mais bon. Non, sur des trucs, en fait, si ça vient pas de moi, si Oui, c'est autre j'ai chose. pas pris le temps d'en prendre conscience par moi-même, si je me suis pas planté à outrance, j'apprends pas. Tu vois, il y a Caro, en fait, elle me dit des trucs, tu vois, par Caro, rapport... c'est ta compagne ? C'est ma compagne. Ouais. Elle me dit des trucs, elle me dit, tiens, par rapport à ça, tu pourrais faire ça, et puis t'as pensé à ça, et puis on en parle pendant 2-3 mois, elle me dit, mais en fait, tu pourrais faire ça. Puis un jour, je me réveille, le matin, je lui dis, Caro, j'ai une idée. J'ai une super idée. Elle me regarde, elle me dit, mais tu te fous de ma gueule. Je la comprends. C'est vraiment ça, j'ai besoin d'un temps d'intégration, et tant que ça émerge pas de l'intérieur d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ça. Parce que t'as j'arrive pas du tout l'idée à ce moment-là que ça vient d'elle. T'as totalement dissocié et ça a infusé en toi. Pour moi, ça a infusé. C'est le moment où c'est bon, j'ai compris un truc. Attends, je t'explique. C'est le concept de la créativité, ceci dit. Hein. Ouais. C'est vraiment, ok, je prends, et après, même d'hyper bonne foi, tu te souviens plus que ça vient de là, quoi. C'est ça. Et puis après, elle me dit, mais on a parlé avant-hier. C'était ça. Bah, fallait le dire. Et comment j'aimerais bien que tu me racontes justement ce chemin, tu vois, entre le moment où tu t'es dit, ok, j'ai pas besoin d'argent, et pour moi, en fait, c'est important de venir peut-être faire du bien aux gens, et comme j'ai pas besoin d'argent, pourquoi lui demander, tu vois, en échange? Et ce moment où tu t'es dit, ok, là, je suis un peu en train de me péter les dents tout seul, il est peut-être temps que je prenne un peu soin de cette relation à l'argent. Ouais, ça a été drivé par le besoin. Ok. Et j'en ai plus assez pour finir, j'en ai plus assez pour payer mon loyer. Comment je fais après? J'ai ce gros avantage quand même d'avoir été manager et d'avoir géré des projets à plusieurs millions. Donc, tu vois, j'ai une grosse appétence pour les tableurs Excel et les courbes à 45 qui me disent, tiens, t'es en retard, t'es en avance. Donc ça, j'aime les chiffres, tu vois, c'est mon côté geek. Et donc, ça me permet d'anticiper dans 3 mois, dans 6 mois, je vais me casser les dents. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la fin de mon enveloppe Airbus. Il y a eu plus tard la fin de mes droits à chômage. Puis il y a eu le fait que mon expert comptable d'avant, il m'a pas dit que passé 38 000 €, il fallait facturer la TVA, et donc j'ai eu les petits rappels, tu vois, des impôts qui m'ont dit, en fait, on t'a pas dit, tu leur dois 5 000 €. Mais comment tu veux que je les produise d'ici un mois ou deux? Tu trouves. Et après, il y a un deuxième truc qui m'a aidé, c'est de me dire, en fait, j'en ai pas beaucoup, mais si je change pas quelque chose de deep, je vais pas réussir à en créer beaucoup plus. Et donc, à chaque fois qu'il m'en manque, là, tu vois, c'était en revenant des vacances, et là, en mars, il me manquait 20 000 € à fin juin. J'avais 3 mois pour trouver 20 000 €. Tu veux dire de trésorerie pour le coup? De trésorerie. Parce que t'avais pour le coup calculé que d'ici à fin juin, il fallait que tu payes. D'ici à fin juin, j'en avais pour à peu près 20 000 € de charges, URSSAF, TVA, comptable, prestataire, formation, lieu de formation. Et donc, je me suis dit, en fait, là, je vais dans le mur. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'en avais un petit peu, mais pas beaucoup, puisqu'il m'en manquait 20 000 3 mois plus tard. Je me suis dit, je vais en investir 4 000 dans une formation et dans un accompagnement pour apprendre à vendre. Et donc, en fait, le peu que j'avais ou le peu que j'avais pas, je l'ai réinvesti comme levier de croissance avec une vraie priorité à mettre dessus. Donc, c'est aussi un super levier de motivation. Bien sûr. Voilà, c'est se dire, en fait, là, j'ai mis un billet de 4 000, ça passe ou ça casse. J'ai pas envie que ça casse, donc on va faire ce qu'il faut pour. Mais ça a toujours été drivé par le besoin. Ouais. Là, c'est pareil, cette année, tu vois, il y a une bascule de statut. Je sors de mon statut de non-salarié pour me salarier.
Et donc, je vais avoir les appels URSAF et potentiellement, donc cette année, je me suis dit, j'annualise pour économiser un petit peu de trésor pour l'avoir en janvier et garder un petit peu de trésor comme levier de croissance. Mais globalement, il y a un palier à franchir et donc ça va être une phase d'accélération encore. Mais l'avantage, tu vois, d'être parti avec ce plan-là, c'est que la première année, il me fallait 5000, la deuxième 25, la troisième 55, l'an dernier 75. Cette année, il faut que j'arrive à peu près à 120. Et après, à partir de 120, je peux stabiliser et j'ai une entreprise qui est viable. Okay. Et tout ce qui dépasse, c'est de l'argent que je peux utiliser pour développer, soit créer un média, podcast, newsletter pour grossir, soit ensuite commencer à l'investir ou venir je me paye déjà. Hein, mais je veux dire, prendre cet argent en plus pour, je sais pas, tu vois, venir le placer. Ouais, je commence à regarder un petit peu ce qui est possible de faire, tu vois, avec pour avoir de l'argent en plus pour toi, quoi. Oui, aussi. Mais quelle idée il a, lui, de venir me payer en plus, n'importe quoi. Ouais, après, je me pose les questions, tu vois, parce que si je les sors de la boîte, en fait, il y a les 40% de ponction de l'IS plus l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'investir aussi depuis le compte pro avec des placements? Donc, je commence à regarder un petit peu. Toujours un dos, ça. Je me rends compte à quel point, tu vois, là, je commence à avoir interviewé pas mal d'entrepreneurs. Leur projection sur l'argent de la boîte versus leur projection sur leur argent perso. Il y a toujours ce truc où il y a une forme de projection d'argent infini sur la boîte, là où sur l'argent perso, c'est plus ric-rac, quoi, tu vois. Ouais. T'as ça aussi, toi? Non, je pense pas, parce que je me rémunère quand même très bien. J'ai jamais baissé mon niveau de vie par rapport à ce que j'avais chez Airbus. Ok. En 4 ans. Tu vois, je suis resté à 3002, là, en ce moment, je suis à 3500, 4000 par mois. Bien joué. Et donc, globalement, le niveau de vie, c'est le truc qui a pas pu baisser, déjà parce que j'ai de grosses charges perso. Mais au-delà de ça, parce que j'ai aussi envie, tu vois, comme je cravache, enfin, je bosse 7 jours par semaine. Parfois, je bosse jusqu'à 12-15 heures par jour. Donc, en fait, au bout d'un moment, c'est bon. Je fais pas ça pour manger les coquillettes non plus à tous les repas. Enfin, faut quand même que j'y prenne un petit peu plaisir derrière. Alors, c'est pas gros luxe. Mais par contre, je me rémunère. Après, l'idée, c'est comment j'optimise, en fait. Et après, ce qui me manque là, c'est une grosse éducation financière. Donc, je me dis que une fois que j'aurai un petit peu de certitude, je vais me former là-dessus pour avoir des compétences qui vont me permettre de savoir si je les investis plutôt côté pro pour avoir un actif plus important qui va travailler pour moi sur un compte pro. Si je le sors du pro pour ensuite en avoir un petit peu moins, mais qui serait potentiellement plaçable sur des trucs plus intéressants, ça va être une histoire d'optimisation après. Mais j'aime les chiffres. Mais justement, tu vois, c'est trop intéressant parce que tout à l'heure, tu me disais... j'ai pas de problème avec les tableaux Excel, etc. Et ça, je me doute, tu vois. Mais c'est trop drôle parce que j'avais eu une fois, au tout début où j'ai commencé à coacher, une cliente qui était une championne du monde du marketing, tu vois. Vraiment, donc t'imagines, pour elle, les tableaux dynamiques croisés, c'était hyper simple et tout. Et en fait, elle me disait, mais dès qu'il y a de l'argent, dès que c'est des euros, donc c'est les mêmes, imagine un tableau avec plein de chiffres, mais à la place d'être, je sais pas, tu vois, des pourcentages de trucs de marketing, de parts de voix, je sais pas quoi. Si c'était des euros, elle me disait, c'est tout gris. C'est tout flouté. Je vois plus rien. Mais parce que de ce fait-là, elle avait une telle projection sur l'argent négative qu'en fait, c'était impossible pour elle. Ouais, c'est ouf. Et oui. C'est-à-dire que vraiment, j'étais là. Mais enfin, tu es intelligente. Enfin, tu travailles dans des tableaux, tu travailles sur Excel toute la journée. Elle me disait, oui, mais en fait, elle était en pleine instance de divorce avec son ex et tout. Et en fait, elle disait, mais il m'a envoyé un tableau. J'ai bugué total. J'étais là, freeze. Mais enfin, c'est à mon sens en plus, c'était vachement plus simple que n'importe lequel de ces tableaux de boulot, quoi. Mais elle y arrivait pas, quoi. Et je trouve que, tu vois, c'est important aussi, tu vois, de venir remettre la charge émotionnelle qu'il y a sur l'argent, tu vois, et pas d'en faire juste un truc technique, tu vois, surtout dans le cadre d'un divorce, tu vois. Et imagine le même tableau envoyé par quelqu'un d'autre, ça donne quoi? Il est toujours en gris ou ça marche si c'est quelqu'un d'autre que ton ex? Elle me disait que c'était de l'argent. Elle me disait que dès que c'est des euros, en fait. Donc oui, effectivement, ça pourrait être une super question. Ça marche avec les dollars ou pas? Là, c'est vraiment le pénaliste, tu vois. Comment tu t'y prends pour décider que c'est de l'argent? Et comment tu t'y prends pour réussir à bugger autour de ça? J'étais pas formé à l'époque. Oui. Mais là, c'est hyper intéressant. C'est quoi? C'est le signe euro lui-même. Est-ce que si on change l'unité, ça marche? Est-ce que c'est la notion d'argent que ça véhicule? Est-ce que c'est la charge émotionnelle à laquelle c'est associé? Et donc, après, ça va être déconstruire à quel niveau ça crée le bug et regarder ce qu'on peut changer. Pour elle, pour le coup, c'est parce que ça représentait de l'argent, quoi. C'est-à-dire que il y avait aussi ce truc de, comme c'est de l'argent, faut
je vais me faire avoir. Elle partit du principe que forcément, comme elle avait toujours été nulle dans sa vie avec l'argent, forcément elle allait se faire avoir d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc c'était trop intéressant d'essayer d'aller déconstruire cette croyance de, en fait, d'où ça vient déjà, cette idée de tu vas te faire avoir à tous les coups. Donc on allait creuser dans son enfance et tout, c'était lourd. Mais pour revenir à toi, ah oui, justement, on parlait de ça. Il y a une question que je t'ai pas posée, que je pose à tous mes invités. Et tu vois, on a fait 30 minutes. Est-ce que tu as un souvenir marquant en relation à l'argent qui date de ton enfance? Un jour, j'ai gagné au Morpion 500 francs. Ah, les Morpions à gratter. 500 francs? Ouais, 500 francs, Ouais. c'était propre. Pas mal. Du coup, on s'est séparé ça avec le frangin. Mais non, tu vois, j'ai une mère qui était banquière et un père comptable. Donc Ok. l'argent, il y en avait pas beaucoup. Mais par contre, il était au centre des discussions souvent, d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai pas de souvenir particulier. J'avais mes notes d'école qui étaient indexées sur, mon argent de poche qui était indexé sur mes notes. Ah ouais. Un très bien, c'était 3 francs. Un bien, c'était 1 franc. Un assez bien, c'était 0. C'était quoi après? Ah, tu devais donner de l'argent. C'était passable -1. Et puis on faisait, tu vois, toutes les semaines le bilan des notes. Et puis ça me permettait de savoir combien j'avais gagné. Et donc globalement, j'ai très bien vécu jusqu'en 4e. Oui, c'est ça. Et à partir de la T'as 4e, très bien vécu, juste avec de l'argent. j'en avais. 4e, 3e, ça allait encore. J'étais moins riche. Et puis à partir de la première, ils ont été gentils, ils m'ont pas ponctionné mon argent de poche. Mais globalement, il y a toujours eu une valeur au travail, tu vois. Je sais que mes parents étaient bosseurs aussi. Qu'il y avait toujours une notion de pénibilité au travail, tu vois. Ils en rentraient en général, ils n'avaient pas passé une bonne journée, ou en tout cas, dans les discussions, à la manière dont ils en parlaient, j'ai jamais eu la sensation que, en fait, il y avait un amour fou pour la qualité de vie au travail et pour leurs collègues et pour leurs clients. Enfin, pas qu'ils s'entendaient pas, mais il y avait toujours des tensions, tu vois, propres à la boîte, plus derrière, des objectifs qui étaient toujours trop ambitieux par rapport à... Et donc, il y avait une valeur travail très forte, mais je les ai jamais vus vraiment très heureux autour de ça. Et maintenant qu'ils sont à la retraite, ils ont besoin de recréer du lien social, et je m'aperçois qu'en fait, ils ont recréé, tu vois, un petit peu comme le boulot, avec les associations sportives et tout ça. Peut-être on a besoin de maintenir ces relations autour d'une forme de familiarité, de garder une notion d'utilité. Bien sûr. Mais alors, toi, t'as grandi dans cet environnement avec donc des parents qui... Très marrant parce que pour moi très souvent les banquiers, les comptables, ils ont une forme ils ont besoin de contrôle sur l'argent, quoi. Tu vois, il y a un peu ce truc de et je me demandais un petit peu, t'as un peu creusé d'où leur venait justement, c'était quoi leur relation à l'argent à eux? Il y avait des petites phrases que t'entendais par exemple. Ouais, globalement il y a mon grand-père, tu vois. Summer's here, and you can now get almost anything you need delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? You can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get chicken parmesan delivered. Sunshine? No. Some wine? Yes. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. See app for details. Il était assez près de ses sous, il dépensait pas, il y en avait beaucoup, mais il y a toujours eu une forme de rancune de la part de ma mère vis-à-vis de son père à elle, sur le fait que il en avait, mais finalement à chaque fois qu'elle avait besoin d'un truc ou autre, elle avait dû se le gagner. Moi, je pense que c'est parce que il gardait, il était radin, quoi. Oui, c'est ça, clairement. Hein. Et c'est revenu plusieurs fois dans les discussions. Ouais. Et donc il y avait un truc sur c'est pas bien de pas donner du tout. Et, il faisait quoi comme métier, ton grand-père? Il était agriculteur. Ah ouais. Il était agriculteur. En parallèle, il était responsable d'une caisse locale pour les assurances dans sa communauté de communes. Il était représentant de ça. Et il avait été maire adjoint aussi. Donc globalement, alors c'est pas ça qui est rémunérateur, mais il avait un besoin justement de social. Mais par contre, niveau argent, il en avait, et puis il le dépensait pas, et donc il y a toujours eu une forme de rancœur vis-à-vis de ça. Mes parents, ils en avaient pas beaucoup au départ, et puis ils se sont fait, ils sont montés petit à petit, ils ont eu des jolies augmentations,
Mais par contre, il faisait les comptes. Il vérifiait les budgets, il vérifiait combien on a dépensé, budget, courses, tout ça. Ouais. Ça en parlait un petit peu, mais nous, moi, je sais pas quel rapport a eu mon frangin, tu vois, mais moi, je me perçois que j'étais relativement perché par rapport à tout ça. Moi, j'étais dans les jeux vidéo à l'époque, tu vois, et puis quand ça parlait argent, je débranchais un morceau du cerveau pour aller faire autre chose dans ma tête. Parce que qu'est-ce qui se passait pour toi? C'était une forme d'angoisse ou? Non, c'était une forme de désintérêt profond. Ok. Ça me parle pas, il parle de gens qui me parlent pas. Les courses, du moment qu'il y a à manger dans l'assiette, je m'en fous un peu. Ouais. Donc c'était vraiment une forme de désintérêt de ce genre de sujet de quotidien, tu vois, quand t'es gamin. Et donc globalement, le rapport à l'argent, il y en avait pas beaucoup, mais on manquait de rien non plus. Ouais. On allait en vacances tous les ans, on partait en Espagne, on avait globalement, on n'a pas manqué, on n'a pas été très riche non plus. On a eu de l'argent de poche, on a pu s'acheter des mangas, des jeux vidéo, on avait des ordinateurs, des consoles, enfin normal plus, tu vois. Normal plus, ouais. Parce cette époque-là, ils nous ont fait plaisir. Ouais. Donc j'ai jamais eu justement cette peur du manque. Et c'est peut-être ça qui m'a manqué, tu vois, pour développer les anticorps qui font qu'aujourd'hui je continue à dépenser parfois plus que ce que je n'ai. C'est que finalement j'ai appris à me récompenser sur la base d'un travail bien fait. Oui, c'est ça, c'est que j'allais te dire, c'est quand même très marquant d'avoir, ok, donc si tu travailles bien, tu vas avoir de l'argent en plus, quoi. Tu vas avoir de l'argent, et si tu travailles pas bien, on va t'en taper, quoi. Donc c'est particulier, c'est pas tous mes invités qui m'ont raconté ça, quoi, tu vois. Ouais, après, c'était quand même équilibré pour qu'à la fin, je sois quand même bénéficiaire, tu vois, plus que déficitaire. Mais parce que tu avais de bonnes notes. Oui. Si t'avais pas eu des bonnes notes, t'aurais galéré, Pour avoir un passable, il fallait y aller, hein. Ok. Non, mais parce que t'es intelligent, tu vois ce que je veux dire. Oui, je pense que j'aurais été con. Ils auraient pas mis en place un barème comme ça, tu vois. C'était aussi un pouce à la motivation. Ouais. Et je pense, par rapport à ça, une représentation de leur valeur du travail aussi. Ouais, et j'allais te dire justement, comment t'as fait pour grandir en tant que salarié? Donc, t'as été salarié toute ta carrière avant de te lancer là il y a quelques années, c'est ça? Justement, tu vois, avec une idée du travail qui était très pénible. Où il y avait pas beaucoup d'amusement, il y avait pas beaucoup de fun, quoi. Ah, ça, je l'ai pas eu. Je me suis dit, j'en veux pas. Ouais. Et donc, quand je suis rentré à la fac, je me suis dit, je veux faire quoi? Je veux faire de l'informatique. Je suis tombé dans une fac de sciences. Il y avait des maths, de l'électromagnétisme, de la physique. J'étais nul en sciences. Pour moi, l'informatique, c'est des langues étrangères. Ouais. T'apprends à parler avec un ordinateur. Et donc, en fait, je me suis vautré, mais d'une force, et je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire, et je suis parti dans un IUP où il y avait beaucoup plus de projets, beaucoup plus de pratiques, dans une petite promo où on marchait finalement au projet, tu vois, c'était presque du jeu. Ouais. Tiens, fais un programme informatique, tu compiles, tu double-cliques sur un truc et ça te lance un programme que t'as créé. Trop fou. Et donc, en fait, dès ma deuxième année d'études, en fait, j'étais dans le jeu déjà. Ouais. Et donc, il y avait une passion pour ce truc. Après, il y avait des trucs moins marrants. Mais par contre, je me suis toujours beaucoup amusé dans l'info. Et puis après, dans l'ingénierie système. Et puis, petit à petit, je suis monté dans le monde du travail. Au départ, j'ai fait le logiciel qui affichait le plan pour mon sujet de stage de Master 2. J'ai fait le logiciel qui affichait le plan de vol de la navette de ravitaillement de la station ISS. Donc, qui tournait au CNES, au Centre National des Études Spatiales. Dans le centre de contrôle, devant 40 ingés européens, tu vois, qui regardaient mon truc que j'avais fait Et donc, je me suis dit, quand même, c'est quand même marrant. Et puis, petit à petit, comme ça marchait bien dans le dev, j'ai pris des responsabilités techniques. Avec les responsabilités techniques, comme je commençais à avoir un œil assez affûté, ils m'ont dit, viens, tu vas nous aider pour faire les propals. Et comme on commençait à gagner des propals, à ce moment-là, j'ai dû gérer les projets que je contribuais à gagner. Et comme j'ai dû gérer des projets, ils m'ont dit, ça serait bien que tu aies des gens en plus. Et comme personne ne comprenait, en fait, les profils dont j'avais besoin, spécifiquement, j'ai fait du recrutement. Et puis petit à petit, comme je recrutais des gens, j'ai fait du management. Et puis une fois que j'ai eu un pôle de management, ils m'ont dit, tiens, ça serait bien que tu fasses aussi la partie sur les audits qualité. Et donc j'ai fait de la certification qualité. Et puis une fois que j'ai eu tout ça, ils m'ont dit, mais ça ressemble quand même fort à un pôle de développement logiciel. Alors j'ai été responsable de pôle. Et petit à petit, je suis intervenu sur les chantiers R&D au niveau national. Parce que au final, à chaque fois, c'était une nouvelle casquette, c'était hyper marrant. Pendant 10 ans, en société de service, je me suis éclaté comme jamais. En plus, c'était pas très gros à l'époque. Ça a grossi depuis. Mais globalement... T'étais dans le jeu, quoi. J'étais dans le jeu. Et au bout de 10 ans, en fait, ça payait pas bien. Les enveloppes d'augmentation évoluaient pas aussi vite que les enveloppes des nouvelles embauches. Et donc, au bout de 10 ans, j'étais moins payé
Que les nouveaux? Que les nouveaux. Waouh. Alors que j'étais à 70 heures par semaine, j'y bossais les soirs, j'y bossais les week-ends, et puis un jour, il y a mon boss qui me dit, tu sais, Loïc, quand t'arrives à 10 heures, il y a des gens qui parlent dans ton dos. Je me suis dit, attends. Ces mêmes gens qu'on alimente en allant leur chercher des projets en bossant jusqu'à minuit 1. Ouais, mais tu pourrais faire un effort, venir 1 heure de plus. Je lui dis non. Et du coup, je me suis cassé. Je suis parti chez Airbus parce que j'avais un de mes anciens collègues qui était parti là-bas et il cherchait un manager. J'ai passé mon CV. Ils m'ont dit, en fait, là, pour l'instant, on peut te proposer un poste de dev. J'ai dit, ok, je prends. Ah ouais. Alors je suis reparti dans les satellites d'observation de la Terre et j'ai commencé du dev. Et puis comme ça se passait bien, j'ai pris une responsabilité technique et 6 mois plus tard, j'étais manager. Et donc en fait, ça s'est fait au jeu, à l'opportunité. C'était très très bien payé Airbus, mais c'était pas le kiff du tout. 36 heures de réunion par semaine à expliquer pourquoi on prend du retard. On prend du retard parce qu'on passe 36 heures par semaine dans des réunions à expliquer pourquoi on prend du retard. À quel moment on sort de la boucle. Ouais. Et donc j'ai fait à la fois un burn-out professionnel et en parallèle il y a eu des histoires perso. J'ai fait un burn-out perso. Tout arrive en même temps généralement. C'est ça. J'ai fait 9 mois de psy. À la fin je me suis dit je change tout en fait. Je change de vie, je garde les enfants et je change tout le reste. Et c'est comme ça que je me suis formé au coaching au départ. Et au moment où je me forme en coaching, paf, là, on m'envoie un Covid. Première promo en confiné. On m'envoie un Covid. Ah, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais besoin justement de couper en fait de tout pour pouvoir reprendre de nouvelles bases. Et en plus, je suis quelqu'un d'assez introverti, donc tu me mets dans une grotte, tu vois, avec des bouquins et un ordinateur. Ah oui. Ouais, je suis relativement indépendant, tu vois. C'était au top. Il me faut de l'eau courante et puis de quoi m'occuper et puis je peux passer les journées entières avec moi-même, il y a pas de souci. Et à partir de là, en fait, je suis rentré dans le coaching et dans le coaching, il me manquait des outils, c'est pour ça que j'ai été à la PNL et puis j'ai commencé à m'amuser comme ça. Et puis petit à petit à développer, tu vois. Au départ, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des HPI. Ouais. Puis après, j'ai vu qu'il n'y avait pas de marché. Alors je me suis dit, je vais faire autre chose. Alors j'ai fait du bilan de compétences et je me suis dit, tiens, c'est du salariat déguisé, ça me plaît pas. Et donc, comment je lève au maximum le pied? Oui, tu veux dire que quand tu faisais du bilan de compétences, t'étais coach, prestataire. J'étais coach prestataire. Mais quasiment à plein temps, c'est ça? Quasiment à plein temps pour gagner un 20-25 000 euros, là où je savais très bien que l'année d'après, il allait falloir remonter à 55. Ah oui, t'étais déjà dans tes projections de... C'est ça. Forcément, fallait aller... Et donc, il fallait aller au-delà. Donc, je me suis dit à quel point je peux couper sans me mettre en difficulté, mais pour récupérer du temps qui va me permettre de construire. Et donc, je construis systématiquement sur le plan de l'année suivante. Et qu'est-ce que je fais cette année qui va me permettre d'atteindre le palier de viabilité de l'an prochain? De quoi je vais avoir besoin en termes de statut, de posture, de rentrée, de sortie? Sur quoi je pense que c'est intéressant d'investir stratégiquement? Et je pense que l'an prochain, j'arrive à un palier où, si je le maintiens, je suis tranquille pour un bon moment, modulo l'inflation. Ok. Et à partir de là, tout ce qui rentre en plus, tu vois, des 120, 150, c'est de l'argent que je peux soit me rémunérer pour le faire travailler, l'investir ou le faire fructifier. 120, 150 000 euros, tu veux dire, c'est ça? Ouais. Sur l'année. C'est ça, annuel. Et soit derrière, me rémunérer un petit peu plus, me faire plaisir ou venir l'investir sur des chantiers stratégiques. Mais donc, c'est intéressant parce que tu as vraiment... Alors moi, je t'ai connu aussi sur LinkedIn, par l'intermédiaire de ma compagne, etc. Là où ils ont tendance à... Et tu vois, j'avais Alice Delvar qui était là à ta place il y a quelques jours et qui me disait qu'elle était passée de 100, tu vois, elle s'était fixé un objectif trop violent en fait, mais notamment parce que LinkedIn à un moment donné a tendance à vouloir te pousser, à vouloir fixer un objectif ambitieux. Le SMIC LinkedIn a 10 cas par mois. C'est ça, c'est en fait donc là elle est passée de 100 à 200. Ça c'était son objectif en fait, 100 000 euros à 200 000 euros. Et en fait elle s'est cramée toute seule. Tu m'étonnes. Et j'ai l'impression que alors toi t'as un truc beaucoup plus tranquille quoi, tu vois, tu es ok de 5 à 25, de 25 à 55 si j'ai mon souvenir, de 55 à 75. Qu'est-ce qui t'a... Comment dire? J'allais te demander d'où te vient en fait cette mesure? France Travail. C'est-à-dire, j'ai pris mes allocs chômage, j'ai regardé combien j'avais besoin en termes de charges, j'ai regardé ce que je pouvais me verser en notes de frais, et derrière, j'ai regardé un petit peu de combien j'avais besoin de rentrer et combien ça allait me coûter. Donc pour l'instant, je pilote à la trésor. Tu vois, et donc ça me permet d'avoir un truc progressif. Je pilote pas encore au plan de charge ou au prévisionnel. Je travaille de combien j'ai besoin dans mon compte en banque pour passer le mois d'après, celui d'après. Pour l'instant, j'ai 3 mois d'avance et je suis content, tu vois.
L'idée, c'est d'arriver à 6 mois d'avance pro, 6 mois d'avance perso, qui me permettrait d'être bien. Et mais c'est vraiment la réalité du terrain. De combien je vais manquer, dans combien de temps. Ok. Et c'est pas un peu épuisant? Ah si, il me tardait que ça stabilise, oui. Mais ce que je veux te dire, c'est que... Il y a eu des périodes de doute, il y a eu des... j'imagine, ouais. L'an dernier, tu vois, en septembre, j'avais globalement bouclé mon année. J'étais content, j'avais dans ma tête signé suffisamment. Il y a un devis qui devait être signé, tu vois, pour 25 000 euros. Le 23 septembre, il m'appelle, il me disait en fait, ça va pas être possible, on signe pas. Et je suis passé de j'ai fini mon année à il me manque 25 000 euros pour dans 3 mois. En fait, la fin d'année, je m'étais dit je vais pouvoir me reposer, réfléchir à un projet média, pouvoir me le faire pépouze, mettre un peu d'argent sur de l'inbound machine. Non, j'ai dû cravacher pour trouver une nouvelle offre et puis derrière aller la proposer, aller discuter de ça avec des gens pour voir si ça avait. Mais dans une optique de, en fait, j'ai pas d'autre choix que de faire que ça marche vite. Ouais. Je me mets des coups de speed parfois. Le gros avantage de faire de la PNL, c'est que je sais les gérer. C'est que je sais aussi identifier mes mécanismes de coping, tu vois, j'aurais pu, tu vois... C'est quoi coping ? Le coping, c'est la gestion du stress. Et les mécanismes, tu vois, c'est le fait d'aller marcher tous les jours, c'est le fait de faire attention à ton sommeil, à ton alimentation. Et derrière, le deuxième point, c'est que finalement, je sais que stresser n'est pas une bonne manière de résoudre ces problèmes. Donc, tu apprends ça, il te dit, il te manque 25 000, tu te fais tout le scénario en accéléré dans ta tête, tu prends un coussin, tu hurles dedans. T'as vraiment fait ça ? Ouais, et puis c'est bon, j'ai compris, maintenant on passe à la suite. Et donc ça t'a fait du bien? Oui, j'étais pour matérialiser c'est bon. Le coup de colère, quoi. Ouais. C'est ça, c'est marqué, t'as compris. Combien de temps t'as envie de rester en colère et stressé? Allez, je me donne 1 minute. Et puis à partir de là, en fait, c'est se dire, ok, je suis officiellement dans la merde, qu'est-ce que je fais? J'aurais pu me dire, j'abandonne tout, je vais chercher un poste salarié. Je me suis dit, non, bah, j'ai pas tout joué encore. J'ai encore des L'idée t'es quand même venue ou? Bah, c'est de moins en moins. Les premières années, ça revenait beaucoup, tu vois, sur finalement, et puis en plus, mes parents, ils ont appuyé, mais t'étais salarié chez Airbus, t'étais manager et tout, et donc, malgré eux, tu vois, mais, j'ai même des potes aujourd'hui. Malgré eux, juste, c'est leur peur qui viennent C'est leur peur. J'ai même un pote, là, tu vois, qui me dit, l'autre jour, on prend un apéro, il me dit, mais, maintenant que t'es lancé, tu regrettes pas d'avoir quitté? Je dis, mais j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je passe ma vie à jouer. Et c'est pas une vie d'adulte, ça, Loïc, de jouer. C'est pas une vie d'adulte. Puis ton appart, il ressemble à rien. Mon appart, il est petit, c'est une bibliothèque gérante avec, tu vois, deux tables pour mettre mon PC en fonction d'où j'ai envie de travailler. Et au milieu, il y a une PlayStation et 2 lits pour les gamins. En effet, je pense que c'est pas un lieu hyper... T'as quel âge déjà? J'ai 41 ans. Voilà. C'est juste pour mettre. Et moi, ça me va bien, je suis heureux avec ça. Et puis après, derrière, ça me permet, tu vois, avec Caro, avec ma compagne, justement, de commencer à prévoir voyage. Et puis là, je suis en train de me dire, bon, dans 3 ans, maintenant, il va y avoir une conduite accompagnée, sans doute. Donc, c'est le moment d'en gagner un petit peu plus et d'en mettre un petit peu plus de côté pour anticiper ce truc-là. Mais j'ai 3 ans. Donc, j'ai confiance dans le fait que ça puisse se faire. Maintenant, c'est juste le prendre en compte assez tôt pour avoir le temps de me mettre en ordre de bataille. Et pareil, tu vois, le fait de devoir travailler beaucoup, bah, j'ai quand même la chance d'avoir fait un bootcamp qui s'appelle Solo Zen. Avec Florian Bobet, où on travaille la rentabilité des offres. Au départ, je me suis aperçu que, bah ouais, les offres, elles étaient quand même à des prix corrects, mais ça me demandait, enfin, si tu le ramenais au taux horaire, c'était peanuts. Ouais. Et donc, ça m'a permis de réévaluer la valeur de mon temps. Tu vois, les séances individuelles, aujourd'hui, sur les nouveaux clients, bah, je les envoie plutôt aux personnes que je forme. Parce que ça permet de rentrer dans une forme de cercle vertueux et qui ensuite me permet de vendre plus de formations qui sont plus rémunératrices. Donc ça va être identifié aussi au fil de l'eau, les chantiers les moins rentables. Donc tu passes moins de temps à coacher individuellement, en tout cas pour des plus petits budgets qu'auparavant tu faisais. Ça, quoi, et puis même sur des séances à joli budget, finalement je préfère le développer, tu vois, je préfère ne pas gagner 1 000 euros par mois et ne pas prendre 5 séances. C'est du temps où je vais pouvoir vendre potentiellement, tu vois, passer 5 heures à aller échanger avec des gens pour leur présenter des formations. Et donc, venir activer un levier collectif où je peux accompagner plusieurs personnes en même temps avec un petit peu d'indiff toujours parce que je tiens quand même à avoir une relation privilégiée avec mes coachés. C'est parce que j'allais dire, t'as pas peur de devenir juste finalement un gestionnaire, tu vois, et de finir par ne plus coacher alors qu'en fait à la base c'est vraiment un truc que t'aimes, quoi. Non, il y a aucun risque parce que dans mon offre de formation, j'y mets toujours du coaching pour faire expérimenter aussi aux personnes. Et puis c'est trouver le juste équilibre entre rentabilité et kiff, tu vois. C'est trouver, se dire, en fait, j'ai pas envie de devenir manager, je passerai pas par du salarié, tu vois, si je bosse avec des gens,
Je vais pas contractualiser. Enfin, ça va passer par de la confiance, par quelque chose de très organique. Je n'ai pas envie de cristalliser un fonctionnement dont je serais potentiellement victime, tu vois, quelques mois après. Et donc, c'est justement trouver ce juste équilibre entre la qualité du suivi et le rapport personnalisé, plus le fait que les gens viennent me voir pour moi. Donc, si je redirige systématiquement vers... Bien sûr. Mais ça va être faire en sorte que les personnes qui viennent avec moi aussi, et qui viennent se former, puissent aussi avoir un petit morceau de chez eux, tu vois, dans ma maison, pour pouvoir aussi... c'est vraiment ça, trouver c'est vraiment une histoire d'équilibre. Le juste milieu. Entre rentabilité et personnalisation, entre qualité du suivi et puis en même temps automatisation de certains trucs qui nécessitent pas de personnalisation à outrance, entre finalement le fait que c'est rémunérateur, mais c'est aussi rémunérateur pour les gens qui viennent, et faire en sorte que tout le monde en fait s'est trouvé des stratégies win-win pour essayer d'optimiser. Comment t'as appris justement, tu vois, en te lançant finalement relativement tard, tu vois, à ton compte, t'avais quoi, 37 ans, c'est ça? Comment t'as appris à passer de salarié à ok, donc désormais c'est mon projet et j'y vais tout seul, il faut que j'y aille, et notamment en relation avec l'argent? Par la peur. Ouais. J'avais plus peur de retourner salarié que d'être pauvre. Et donc, parce que t'étais convaincu que quoi qu'il arrive, tu vois, t'es dev, à mon avis, t'as 3 coups de fil à passer pour pouvoir retrouver un job. Au pire, tu vois, je me suis dit, oui, j'y retournerai, et puis mais en fait, c'est complètement con ce truc-là. Non, je vais brûler les navires. Non, j'y retournerai pas. Jamais. T'allais me parler de ton père. Et mon père qui me dit, mais du coup, mais t'imagines, dans 3 ans, t'es pauvre. Je lui dis, mais je m'en fous, en fait. Moi, je préfère être libre. Je préfère être libre, et on s'était fâché sur le moment. Et qu'est-ce qui t'a répondu? Il m'a dit, arrête avec tes conneries, c'est pas possible, là c'est violent. En fait, j'ai tapé très très fort dans ses propres croyances, et je pense que j'ai appuyé sur des boutons qui étaient pas encore complètement mais tu renvoies à ce moment-là un miroir compliqué, parce que si ton père s'est fait chier toute sa carrière au nom d'une forme de sécurité, et toi t'arrives et t'es là, mais moi je suis libre. Et il y a un changement de contexte aussi, tu vois. J'ai mon frère qui est prof de socio, et c'est passionnant de discuter avec lui. Mais il y avait un 30 ans, tu vois, quand il avait mon âge. En fait, tu voulais te lancer en indep dans le Gers, où il avait tous ses potes, sa famille, où la valeur famille était très forte. À Auch, t'as pas 50 000 emplois, tu vois, t'avais pas un internet qui nous permettait de travailler sur toute la France, il y avait pas cette culture réseaux sociaux qui permet de ratisser large. Oui, puis il y avait pas la culture de l'entrepreneuriat, c'était super dur de monter une boîte. Et donc potentiellement, il a fait au mieux avec ce qu'il a pu. Il y a toute une partie, tu vois, de deuil, je sais pas s'il l'a fait ou pas, j'ai l'impression qu'il est en paix avec le fait que je sois entrepreneur maintenant. Il vérifie maintenant, ça va bien? Je lui dis oui, ça va bien. Tu gagnes des sous? Je gagne des sous. Ok. Mais il te demande pas si tu t'amuses. Si? Non, mais et globalement, il comprend un petit peu ce que je fais, mais c'est vrai que par rapport au contexte où il était, je me dis par rapport à ce qu'il avait lui, par rapport au levier d'action dont il bénéficiait, est-ce que j'aurais fait mieux? Je pense pas. C'est sûr. Je pense pas. Et donc moi, j'ai beaucoup de gratitude aussi vis-à-vis d'eux. Tu vois, il y a eu beaucoup de contrariétés sur le fait que je me sois pas senti soutenu. Mais il y a toujours, tu vois, je pense que j'ai fait ma crise d'ado à 37 ans. Finalement, je suis une vraie personne, en fait. Vous aviez votre projet pour moi, je l'ai atteint, je suis devenu manager chez Airbus, c'est le plan que vous aviez pour moi, c'était une montagne, je suis monté au sommet, c'est pas le mien, je me casse. J'ai trouvé ma montagne. Et là, il y a eu une forme de... en fait, j'ai jamais fait de vague, tu vois, j'ai toujours... Mon crime de guerre, tu vois, quand j'étais ado, c'est que les cours de philo, j'allais jouer au tarot à la cafette. Le rebelle. C'est ça, et je buvais un café. Non, je veux dire, j'ai toujours été un enfant cool, tu vois, et donc ça a chamboulé. Et donc, l'avantage, tu vois, c'est que très tôt, je me suis mis dans la PNL aussi, donc je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui me communique, en fait, quand il me dit que je suis pas capable, que c'est n'importe quoi, que mon projet c'est de la merde. Il me projette le fait qu'il est inquiet pour moi et qu'il a besoin d'être rassuré. Et donc ça, j'ai pu le verbaliser aussi, tu vois. Après, alors il y a un moment de colère, il y a un moment de compréhension, et puis il y a le moment où tu montes un peu au créneau, et puis au moment, tu te dis bon, on va le prendre sous un autre angle. De toute façon, j'ai essayé de justifier, ça marche pas, ça inquiète plus qu'autre chose. Qu'est-ce que j'ai pas tenté? J'ai pas encore tenté de rassurer. Et on n'a pas envie de rassurer quelqu'un qui nous gueule dessus au départ. C'est sûr. Parce qu'on se dit pas qu'il a peur. Et donc ça a été justement avoir des clés de lecture supplémentaires pour me dire en fait tiens, t'as besoin de savoir quoi.
Et par rapport à ton comptable et tout, et puis tu vois, il me disait, mais ton comptable, c'est n'importe quoi. Je lui dis, bah, ça, c'est ton métier, tu vas pouvoir me dire pourquoi. Ah, il me dit ça. Tiens, je t'en présente un bien. Et j'ai changé de comptable. Trop bien. Et j'en ai un bien cette année. Et donc là, ça me change la vie aussi, tu vois. Ouais, bah, c'est marrant parce que mon père, pour le coup, il était comptable aussi. Il a fait la comptabilité de ma boîte pendant des années. Et je crois que c'était hyper important pour lui parce que, tu vois, de son côté, en fait, quand j'ai quitté mon CDI, il était là, mais t'es zinzin, toi, t'es en train de quitter un CDI pour monter un média web. C'est quoi déjà? Tu fais quoi? Et en fait, c'était chouette parce que ça l'a vraiment amené à mieux comprendre le truc, à rentrer aussi à travers les factures qu'il voyait et tout. Tu vois, il était là, il comprenait pas tout, mais il était là, c'est intéressant ton truc et tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ouais, d'avoir créé ce lien par rapport à la compta notamment. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? C'est une bonne question. Je sais pas, parce qu'en fait, je suis venu sans attente particulière. Ouais. Moi, l'idée, c'était de me laisser porter. Non, globalement, je pense qu'on a parlé manque d'éducation financière, et puis le fait que c'était un levier important, je pense, après, pour parler un petit peu de mon rapport à l'enfant pendant l'enfance. On a vu que ça va être toujours en filigrane, mais jamais trop. Mais par contre, ouais, c'est vrai que c'est un apprentissage. Je pense qu'au-delà de l'argent, tu vois, c'est l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Ouais. Et se dire, bah tiens, comment ça se passe quand j'ai pas d'argent? Bah, je suis pas bien. Et quand je suis pas bien, qu'est-ce que je fais? Je prends de mauvaises décisions. Ouais. Et donc, quand je prends de mauvaises décisions, bah, je gagne encore moins d'argent. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Ben, je panique davantage. Et donc, et à quel moment on s'arrête, en fait? À quel moment on casse le cycle? À quel moment on casse la boucle? C'est un vrai apprentissage, comme tu dis, de devenir entrepreneur. Je trouve, quand tu as été salarié toute ta vie, de réussir à changer d'état d'esprit, quoi. D'un coup d'un seul, l'argent, il tombe plus à la fin du mois, quoi. Donc, il faut aller le chercher. Et ça, c'est complexe, quoi. Ouais. Ça nécessite d'aller aussi, aller regarder les émotions que ça te fait. Ouais, et puis, tu sais, après, il y a eu des déclics, mais, en fait, j'ai eu plusieurs bootcamps et je me suis formé avec d'autres entrepreneurs qui marchaient bien. Ouais. J'ai fait un bootcamp avec Thibault Louis en 2022, en fait, et qui nous avait expliqué que, enfin, je l'avais déjà en filigrane, mais le fait de le conscientiser, de me l'entendre dire, que si tu continues à corréler ton temps et ton argent, forcément, tu vas être un galérien. Et donc, activer d'autres leviers, le levier média, le levier collectif, pour justement multiplier les effets. Et aller bénéficier de tout ça, je me suis dit, en effet, c'est pas stupide, tu vois, de se dire finalement, c'est pas, je vends pas 1 heure à 80 €. Imagine, je peux plus travailler, il se passe quoi? Ouais. Et puis même en termes de levée de croissance, si je veux faire un 100K, il faut vendre combien d'heures par an à 80 €? Bah oui, c'est sûr que c'est un chouette tableau à faire. Enfin, un chouette calcul. Ça, je me suis dit, bon, c'est peut-être viable sur une année ou deux au lancement, mais ça va pas le rester longtemps. Deuxième truc, j'ai chez Solozen avec Florian Bobet, justement, je leur annonce mes prix, il me dit, mais c'est ton prix à l'heure? Non, c'est l'accompagnement. Je dis, mais c'est pas un peu bas? C'était bas. Et c'était un peu bas, ouais. Ils me disent, mais tu peux pas être moins cher que les gens que tu formes, t'imagines l'image que ça renvoie? Je me dis, mais de ouf. Moi, je vais pas chez les accompagnants, en fait, qui sont pas assez chers, parce que je me pose la question sur finalement quelle va être la valeur de ce que je vais en retirer. Et comment ça s'est passé pour toi d'augmenter tes prix? Bah, bien. Ouais. Une décision. Après, tu vois, au partir du moment où je prends une décision, c'est ok. C'est juste la comprendre, de la digérer pendant 3 mois et me dire, tiens, j'ai une idée. Ça n'a pas créé d'émotion particulière sur le moment? Non. En fait, je suis quelqu'un d'assez analytique sur ce truc-là. Ouais. Et me dire, finalement, il est où mon besoin? Est-ce que ce besoin est rempli? Sinon, est-ce que j'ai peur? J'ai peur, je fais quelque chose. Ok. Donc tu mets pas de côté les émotions? Non, c'est un indicateur. Mais il faut pas que ça prenne les manettes, par contre. Oui. Il y a des moments où je me suis retrouvé à tourner en boucle, tu vois, sur j'ai pas d'argent, oh là là, bah, ça suffit. Le coussin, le bon cri dedans. C'est ça, va marcher. Allez, la suite. Va marcher, prends un bouquin, mets-toi un petit peu de métal dans les oreilles, ça va te détendre. Et puis... Là, il y a eu beaucoup, enfin, le sport m'a bien aidé, tu vois, pour aller évacuer, va transpirer sur un vélo, va soulever de la fonte, je sais pas, mais va faire autre chose plutôt que de tourner en boucle. Reviens va prendre l'air. Ouais. Reviens ici, reviens maintenant, fais-toi un café et puis va marcher. Trop bien. C'est où l'endroit où on peut te contacter le plus facilement? Sur LinkedIn. Ok. Loïc Salvado, je mettrai un lien dans les notes de cet épisode. Yes. Merci beaucoup, Loïc. Avec plaisir, merci. Trop chouette. Yes.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Summer's here, and you can now get almost anything you need delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? You can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get chicken parmesan delivered. Sunshine? No. Some wine? Yes. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. See app for details.